Le modèle client-serveur. À l'issue de cette activité, nous verrons comment inspecter le code d'une page hébergée par un serveur et distinguer ce qui est exécuté par le client et par le serveur. Alors tout d'abord, introduction, est-ce que sur Internet, il y a des rôles bien définis pour toutes les machines? En effet, deux ordinateurs branchés en réseau peuvent s'échanger les données. Dans la plupart de ces échanges, ils ne sont pas symétriques. En effet, un ordinateur A va souvent se contenter de demander des ressources, des fichiers contenant du texte, des photos, des vidéos, des sons par exemple, à un autre ordinateur B. L'ordinateur B va, lui, se contenter de fournir des ressources à tous les ordinateurs qui lui en feront la demande. On dira donc que l'ordinateur A, qui demande des ressources, est un client, alors que l'ordinateur B, qui fournit des ressources, sera le serveur. Par exemple, en tapant http www.google.fr, votre machine va chercher à entrer en communication avec le serveur portant le nom www.google.fr. Nous verrons un peu plus tard que, en fait, cette requête est un peu plus complexe, mais pour le moment, cette explication est suffisante. Une fois la liaison établie, le client et le serveur vont échanger des informations en dialoguant. De manière imagée, voilà les suites que l'on pourra constater. Depuis le client, bonjour www.google.fr, peux-tu m'envoyer le fichier index.html? Le serveur répondra, OK client, voici le fichier index.html. Ensuite, le client répondra, je constate que des images et du code CSS sont utilisés, peux-tu me les envoyer? Le serveur répondra, OK, les voici. Il y a une sécurisation des messages, comme on l'avait vu précédemment. Cette façon de dialoguer est très imagée, et on verra plus tard qu'elle fait appel à des commandes bien particulières et des protocoles particuliers. Sur Internet, ce modèle client-serveur domine assez largement, même s'il existe des cas où un ordinateur pourra jouer tour à tour le rôle de client et le rôle de serveur. C'est ce que l'on a déjà vu dans le peer-to-peer, c'est-à-dire le pair à pair, dans le thème Internet. Très souvent, des ordinateurs, les clients, passeront leur temps à demander des ressources à d'autres ordinateurs, les serveurs. Comme expliqué dans l'exemple ci-dessus, on retrouve cet échange client-serveur à chaque fois que l'on visite une page web. Il y a de fortes chances pour que votre ordinateur personnel joue quasi exclusivement le rôle de client, sauf si bien sûr vous êtes un adepte du peer-to-peer. Dans les faits, n'importe quel type d'ordinateur peut jouer le rôle de serveur. Mais, dans le monde professionnel, les serveurs sont des machines spécialisées conçues pour fonctionner 24 heures sur 24. Ils peuvent aussi avoir une grosse capacité de stockage afin de stocker un grand nombre de ressources, comme les vidéos, le son, etc. Remarque, afin d'assurer une continuité de service dans les sociétés, plusieurs serveurs vont assurer exactement le même rôle, au cas où un serveur viendrait à être défectueux. On parle de redondance. En effet, Google ne possède pas qu'un seul serveur. En moyenne, chaque seconde, il y a plus de 65 000 clients qui se connectent au serveur du moteur de recherche de Google. Aucun serveur, même extrêmement performant, ne serait capable de répondre à toutes ces requêtes en même temps. C'est pourquoi les grands groupes tels que Google, Apple, Facebook et Amazon, que l'on appelle les fameux GAFAM, possèdent un très grand nombre de serveurs répartis dans le monde afin de pouvoir satisfaire les demandes des utilisateurs en permanence. Ces entreprises possèdent d'immenses salles, qu'on appelle généralement des fermes de serveurs, contenant chacune des centaines, voire des milliers de serveurs. Et ces serveurs, comme on peut constater sur cette photo, sont rangés dans des armoires que l'on appelle des baies de serveurs. Chaque entreprise, généralement, possède un local technique
qui contient ce genre de baies. À noter que souvent les serveurs sont spécialisés dans certaines tâches. Par exemple, les serveurs qui envoient aux clients des pages au format HTML sont souvent appelés des serveurs web. Petit exercice pour s'approprier le vocabulaire. Complétez le texte ci-dessous. Le web s'appuie sur le dialogue entre un client et un serveur. L'interaction est à l'initiative des clients. Les applications qui se connectent au web, dont les plus connus sont les navigateurs, qui envoient des requêtes HTTP au serveur. Ces derniers renvoient leurs résultats des pages qu'ils ont stockées ou qu'ils créent dynamiquement en fonction de la requête formulée. Les pages reçues par les clients peuvent contenir des codes exécutables, souvent qui contiennent du JavaScript, qui permettent au client d'effectuer des traitements en accédant aux ressources de son ordinateur et en interagissant avec les serveurs. Unicité de l'information. Est-ce que les pages web sont figées, sont statiques? Il y a encore quelques années, le web était dit statique. Le concepteur de site web, en version 1.0, écrivait son code HTML et ce code était simplement envoyé par le serveur web au client qui en faisait la requête. Les personnes alors qui consultaient le site avaient toutes le droit à la même page. Le web était purement consultatif. Les choses ont ensuite évolué. Les serveurs sont aujourd'hui capables de générer eux-mêmes du code HTML, ainsi de personnaliser les pages en fonction de l'utilisateur. Les résultats qui s'afficheront à l'écran dépendront des demandes effectuées par l'utilisateur du site, notamment à l'aide de cookies, qu'on verra plus tard. Ainsi, le Web 2.0 est devenu dynamique, interactif. Différents langages de programmation peuvent être utilisés côté serveur afin de permettre au serveur de générer lui-même le code HTML à envoyer. Le langage, encore aujourd'hui le plus utilisé, s'appelle le PHP, qui est l'acronyme de l'Hypertext Preprocessor. C'est un langage open source qui n'appartient à personne. D'autres langages sont utilisables côté serveur pour permettre la génération dynamique de code HTML, tels que le Java, JavaScript, le Python, etc. Pour fixer les idées, voici un exemple très simple en code PHP. Voici un code qui indique l'heure de consultation, un petit message et une réponse. Sans rentrer dans les détails, si un client se connecte à un serveur web qui exécute ce code à 18h23, le serveur enverra au client le code HTML ci-dessous, avec l'heure de connexion. En revanche, si un client se connecte à ce même serveur, mais plus tard, à 9h12, alors le serveur créera lui-même au client le code HTML suivant. On voit que le code est personnalisé. Ici, c'est seulement l'heure de connexion qui a changé. Comme vous pouvez constater, le PHP permet de générer des pages HTML dynamiquement. Inutile de préciser que cet exemple est volontairement très simple. En effet, le PHP est capable de générer des pages HTML beaucoup plus complexes. Faire une recherche sur les différents types de langages. Il existe 3 grandes catégories de langages informatiques. Les langages que nous verrons cette année sont des langages de type de programmation, c'est-à-dire qu'ils font appel à des fonctions ou des procédures qui s'imbriquent et qui se succèdent. Les langages historiques les plus connus sont le BASIC, le C++, le Java, le Python, mais il y en a bien d'autres. Il y a aussi les langages de balises et de format de données. Nous avons déjà vu le HTML, il existe d'autres langages comme le XML, le SVG et bien d'autres encore. Et enfin, les langages dits de requêtes
et de bases de données telles que le SQL et le GraphQL utilisés par les mobiles, et bien d'autres langages. Donc à retenir, 3 types de langages: le langage de programmation, le langage de balise et le langage de requête. Pensez à compléter la carte mentale au fur et à mesure.